Bonjour petite canaille, je m'appelle Conrad Hinton et même si tu ne me connais pas encore, tu dois certainement connaître mes hôtels, car oui, il y en a quasiment dans tous les pays du monde. Et au pire des cas, si t'es un fucking ermite et que tu voyages jamais, je suppose que tu connais ma petite fille, Paris Hilton. Et oui, cette pain bêche écervelée fait partie de ma descendance. Ah, et tout le pognon qu'elle s'acharne à dépenser, c'est de moi qu'il provient. Enfin, pas vraiment, parce qu'elle est assez maligne, elle a réussi à gagner pas mal de thunes avec son cul. Bref, c'est de famille la thune, tu sais, car moi je m'en suis fait aussi un sacré paquet. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mon petit gars. Je vais te raconter comment j'ai bâti l'une des plus grosses chaînes d'hôtellerie du monde et comment j'ai été un pionnier dans ce secteur. Et si aujourd'hui tu arrives à te reposer dans un confortable hôtel, eh bien tu peux me remercier car c'est grâce à moi. Bref, si t'es tranquillement installé, on peut commencer. Tu sais, moi je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'ai un moment en 1912, alors que j'avais la vingtaine, été tentée par la politique, mais très vite les bavardages des politiciens m'ont dégoûté du milieu. Puis j'avais une idée en tête, un moment de devenir banquier. J'ai toujours aimé l'argent, d'aussi loin que je me souvienne. Enfin, tu me diras, qui n'aime pas toucher des gros billets verts toute la journée? Et à cette époque, décomplexé du capitalisme triomphant, crois bien que c'était le rêve de pas mal de gars. Du coup, j'ai pas eu trop de mal à trouver 20 petits gars qui voulaient eux aussi créer une banque. Alors j'ai posé 30 000 $ sur la table que mon père m'avait gracieusement donné et on a créé avec mes associés la Banque de l'État du Nouveau-Mexique, dans ma ville, à San Antonio. Le nom était pompeux, je te l'accorde, mais on y croyait dur comme fer. J'ai bossé comme un forcené pendant 3 ans, mais notre banque n'a pas attiré beaucoup de clients. C'était la loose totale. On a obtenu, dis-toi, seulement 135 000 $ de dépôt. Et oui, en 3 ans, c'était une véritable misère. Tu vois, à ce moment-là, je suis dépitée, j'ai envie de quitter la banque. Et on est en 1917, et ta culture générale te fait rappeler qu'à cette date, la Première Guerre mondiale tape encore de plein fouet dans les tranchées en Europe. Et comme j'en ai marre de galérer avec la banque et que j'ai envie de me challenger, je décide de m'enrôler dans la guerre, en qualité de lieutenant. Je vais donc me battre contre les Allemands pendant 2 ans. J'ai eu de la chance, car dans cette guerre chelou, j'ai réussi à ne pas tirer un seul coup de fusil. Bref, je reviens donc intact dans ma ville natale quand la guerre se termine. Et quand je reviens, mon père est décédé entre-temps. Mais bon, c'est la vie, mon envie de créer une grosse fucking banque est toujours là, encore plus solide, à me travailler l'esprit. Je lâche pas l'affaire donc et je parcours tout le Texas pour trouver une banque que je pourrais racheter. Je cherche comme un malade mais je trouve rien. Et à un moment, alors que ça fait déjà 6 mois que je cherche partout une banque à racheter, je m'arrête dans la ville de Cisco. En fait, c'était juste une escale à la base et je devais passer qu'une seule nuit. Et là-bas, il y avait un seul hôtel, c'était l'hôtel Membley. Dès que j'ai franchi la porte de l'hôtel, je me suis rendu compte directement du désordre incroyable de cet hôtel miteux. Il y avait au moins une centaine de personnes qui jacassaient sur le comptoir. Vraisemblablement, ils attendaient le proprio, qui au bout de quelques minutes est apparu. Le proprio était un vieillard sans dents. Miskin, il faisait de la peine, je te jure. En fait, il y avait tellement de monde qui attendait et tellement peu de chambres que ça procédait par tournante. En fait, toutes les 6 heures, les lits se libéraient. Tu te rends compte? On n'avait que 6 heures pour dormir et on devait vite se casser pour libérer la chambre pour l'autre régiment. Puis, un contingent de 100 mecs prenait les lits et rebelote toutes les 6 heures. J'attendais là, donc comme un con, et je prenais mon mal en patience. Un type qui attendait avec moi m'avait dit que la prochaine tournée serait dans 2 heures. Ça me paraissait tellement long, j'étais épuisée et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir étaler mes grandes jambes sur un lit. Bref, je me décide alors à parler avec le proprio à la face de granit, visiblement débordé et usé. On parle vite fait et le vieux me dit qu'en gros il est débordé, qu'il en a marre de gérer cette affaire, etc. Et moi dans ma tête, ça chauffe, penses-tu. Je cherchais une banque, certes, mais bon, j'allais pas passer non plus devant une affaire que je jugeais alors plus prometteuse encore. Tu sais quoi, je réfléchis à peine et je propose direct au vieux de lui racheter son établissement. Bah oui, j'avais mon budget de 40 000 $ pour acheter des parts d'une banque, je lui propose donc de lui filer pour acheter tout cet hôtel. Les yeux du vieillard s'illuminent direct, il me tape dans la main, me fait un high five et accepte avec joie ma proposition. Il s'est senti libéré. C'est comme ça donc que mon histoire d'entrepreneur dans l'hôtellerie commence, par pur hasard. On est en juin 1919 et du petit banquier apprenti que je suis, je passe au propriétaire d'un hôtel. Et pour que tu comprennes bien comment j'ai apporté ma touche de génie, je vais te raconter rapidement comment c'était le secteur de l'hôtellerie à mon époque. Car je sais que tu vis dans les années 2000 et que tu n'as pas idée de comment étaient les hôtels à l'époque. Déjà, en général, il y avait 2 types d'établissements. On avait soit des palaces luxueux, de type le Watford Astoria à New York. Alors, seuls les aristocrates et la crème de l'époque pouvaient se permettre de prendre une chambre, tu vois. Et là, bien sûr, c'était le grand luxe. Et à côté de ça, il y avait des hôtels miteux, des sortes d'ancêtres des auberges de jeunesse. Sauf que tu peux retirer la jeunesse, bien sûr. Bref, les établissements étaient crado et pas confortables du tout comme tu peux l'imaginer. Je te laisse toi-même t'imaginer le niveau d'hygiène, car on est dans les années 1920, et le savon, c'est pas une masse à faire. Je t'assure que pendant les 6 mois où j'ai parcouru le Texas à la recherche de ma banque, j'ai eu l'occasion de visiter un paquet d'hôtels de merde, ça je peux te le dire. Et quand je rachète cet hôtel miteux, j'ai quand même en tête de le transformer en un bel endroit, accueillant et chaleureux. J'ai du pain sur la planche en effet. Mais je suis bosseur et les challenges, ça me fait pas peur. Surtout que je viens de la banque, tu sais, et dans ce milieu, on sait comment parler aux clients. Je vais un peu transposer ce que j'ai appris du service client des banques dans mon hôtel. Et mon affaire marchera du tonnerre. Je transforme l'hôtel et le rénove. Ce n'est plus un minable dortoir, mais bel et bien un hôtel confortable.
Sache que pour autant, j'étais pas dans l'hôtellerie de luxe, mais j'ai apporté un sacré intermédiaire entre l'hôtel miteux et l'hôtel de luxe. Mon affaire a tellement bien marché que j'ai racheté d'autres hôtels dans la région dans le premier temps. Alors, bien sûr, mes hôtels ne se ressemblaient pas tous évidemment au départ. Mais il y avait la même organisation interne, et ça c'est capital si tu veux comprendre ce que j'ai apporté à l'hôtellerie. À chaque fois, je proposais la même chose. Une salle de bain, des toilettes individuelles, des ventilateurs, et même un téléphone dans la chambre pour qu'on puisse joindre la réception. Une belle décoration cosy et agréable avec des cadres et des peintures. Bah oui, les personnes qui logent à l'hôtel ne sont pas des bœufs, il faut bien les respecter quand même. Je voulais tout simplement qu'ils se sentent chez eux. Et au passage, comme c'était plus confortable, c'était aussi un peu plus cher, tu penses bien. Et oui, j'ai donc commencé aussi à gagner pas mal de pognon, et bien plus que ce que j'aurais pu gagner avec ma banque, je pense. Et oui, le hasard fait bien les choses. 10 ans après mon premier achat, je me retrouve avec une vingtaine d'établissements, et pas seulement au Texas, vois-tu, je voyais grand, j'en voyais un peu plus dans le pays. Alors, à cette époque donc, on est en 1930, et je commence à être un gars reconnu, dans les affaires d'une part et dans l'hôtellerie. En fait, je vais apporter 3 grandes innovations majeures. D'abord, je vais tout miser dans le confort et le service client comme je te l'ai dit. J'ai pris soin de mes clients, je les ai considérés, tu vois. J'ai mis un point d'honneur à ce que chaque chambre soit bien nettoyée et propre avant l'arrivée de chaque client. Ensuite, j'aime les chiffres au cas où tu ne l'aurais pas compris. Et donc j'ai bien suivi une gestion comptable de mon hôtel. Les coûts de tel service d'entretien, les coûts de telle ou telle réparation, j'en faisais un bilan clair pour bien voir mes bénéfices. Tu vois, à cette époque, la gestion financière n'était pas très répandue, et j'ai été l'un des seuls et le premier à appliquer à faire la compta de mon établissement. Enfin, c'est un peu comme avec les banques, je vais apporter l'idée de chaîne d'établissement, si tu veux. J'ai été donc le premier à normaliser l'idée de chaîne d'établissement dans les hôtels. Retiens bien ça la prochaine fois que tu iras te prélasser dans un de mes hôtels Hilton. D'ailleurs, je n'ai pas apporté que l'aspect fonctionnel des hôtels, mais tout ce qui va avec. Par exemple, j'avais un ensemble de règles que je donnais à chaque nouvel employé. Il y avait toute ma philosophie de mes hôtels. Il y avait les phrases « N'oubliez pas de sourire, nettoyez les chambres chaque jour, demandez aux clients, souriez, dites merci ». Enfin, toutes ces petites choses-là ont fait que mes hôtels Hilton étaient très appréciés par la clientèle. Et même si ça te paraît complètement normal pour toi qui as grandi au XXIe siècle, eh bien, crois-moi que c'est la base même. Crois bien qu'à cette époque, c'était pas évident. Je te le répète, j'ai été l'un des premiers et l'un des seuls à penser comme ça. Et avec tous mes petits soins apportés à ma clientèle, je l'ai tout simplement fidélisé. Ils aimaient bien venir dans mes hôtels. Et même quand ils prenaient le train, qui cartonnait à cette époque glorieuse, ils avaient toujours l'impression d'être un peu chez eux, tu vois, parce qu'ils retrouvaient toujours un peu de mon hôtel. Je vais quand même te raconter une petite anecdote si tu crois que tout a été facile pour moi. Quand le jeudi noir est arrivé, j'ai rien vu venir. Et j'ai évité la faillite de peu. Et à cause du crash qui a été d'une violence inouïe pour mes affaires, j'ai même dû revendre mes hôtels à une chaîne concurrente. Ça a été l'horreur. Mais par contre, je me suis pas abattue pour autant et je les ai rachetés un par un. Tu sais, c'est en les rachetant que par souci de simplification administrative et juridique que j'ai décidé de tous les appeler Hilton. Avant, je gardais les noms que les anciens propriétaires leur avaient donnés. Et là, officiellement, j'ai donc tous mes hôtels qui s'appellent Hilton. J'ai une chaîne d'hôtellerie incroyable. Et c'est à ce moment-là que je commence à me faire un putain de nom dans l'histoire économique des États-Unis. Et dès qu'un voyageur décidait de passer une nuit, crois bien qu'il cherchait toujours un Hilton. Et puis tout roule pour moi, on arrive tranquillement dans les années 50 avec le début de l'internationalisation et surtout au début des vols commerciaux. C'était le tout début du tourisme de masse. Malin comme j'étais, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai décidé d'ouvrir mes hôtels dans d'autres pays en dehors des États-Unis. Comme ça, les voyageurs américains ne se sentiraient pas trop dépaysés et ils seraient certains d'avoir le même confort où qu'ils soient dans le monde. D'ailleurs, je suis vraiment le premier mec qui a déployé à l'échelle mondiale ces hôtels. Les Ibis et compagnie ne feront que m'imiter. Et dans un premier temps, j'ouvre là où il y a le plus de touristes américains. Puis le monde entier devient une toute petite bille dans mes mains. J'ouvre alors à Mexico, Istanbul, Londres, il n'y a pas une grande ville touristique où j'ai pas ouvert un hôtel. Tu sais, si je me suis autant démenée pour ouvrir autant d'hôtels à l'étranger, c'était pas que pour le fric, non. Il y avait autre chose qui m'animait, et j'en profite que t'aies un peu d'attention pour te dire pourquoi j'avais autant d'énergie et autant de niaque. Je sais pas si t'avais bien saisi, mais dans les années 50, on était en pleine guerre froide contre ces salopards de communistes. Moi, c'était pas un secret, j'avais horreur de tout ce qui touchait de près ou de loin à Marx. Donc je militais à ma manière. Tu vois, je militais pour le triomphe du capitalisme et par amour pour ma patrie, l'Amérique. J'ai pas fait la guerre pour rien, je te rappelle. Pour moi, c'était ma mission, montrer au reste du monde le bonheur que de vivre dans une société de libre marché. Je m'étais fait tellement de pognon avec le capitalisme, j'avais tellement amélioré ma qualité de vie, que je voulais montrer au monde entier à quel point le capitalisme était génial. J'étais tellement à fond que le slogan même de Hilton, c'était « La paix dans le monde à travers l'internationalisation du commerce et des voyages ». Et j'ai maintenu le slogan jusque dans les années 60. Ouais, après j'ai décidé de le retirer car c'était vraiment trop associé aux hippies que de parler de paix dans le monde. Et dans les 60s, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'étais convaincue de la supériorité du modèle américain. Personne n'aurait pu me faire croire le contraire, surtout à mon époque, où quasiment toutes les inventions venaient de notre continent bienheureux.
Et comme je te l'ai dit dans mon autobiographie, car oui, je sais pas si t'es au courant, mais tout ce que je te dis là, je l'ai raconté aussi dans mon autobiographie. Je te disais donc que j'étais un militant du Parti républicain et je pensais que les hôtels avaient aussi comme objectif de montrer que la liberté et le bonheur des peuples étaient possibles dans une société libérale. Je voulais montrer au reste du monde, à travers mes hôtels, la grandeur de l'Amérique. J'étais quand même un brave type au-delà de mon business. J'ai alors créé en 1944 une fondation pour aider la construction d'écoles et d'hôpitaux dans le monde. Je croyais très fort en Dieu et je me devais de le faire. Quand même, on peut dire ce qu'on veut sur moi, mais j'étais quand même un brave gars généreux. En fait, tout allait bien dans ma vie et dans les affaires. Mais par contre, niveau amour et sentiments, ça a été la merde totale. 2 ans après avoir divorcé de ma première femme, avec laquelle j'ai eu mon fils, j'ai été séduit par une actrice d'Hollywood. C'est te dire comme je gagnais bien ma vie et comment j'avais atteint les plus grands sommets de l'élite américaine de l'époque. Je me suis mariée donc avec la belle actrice hongroise Zaza Gabor. Si tu la connais pas, retiens juste qu'elle a eu en 1958 le Golden Globe de l'actrice la plus glamour, en fait, en sensualité, en charme. Eh bien, on se sépare après 5 ans de vie de couple complètement chaotique. J'en ai dressé un charmant portrait d'elle dans mon bouquin. Ah, je me suis bien vengée, on va dire. Parce que non, sincèrement, vivre avec elle, ça a été l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais vécue. Même subir le crash de 29, c'était moins pire. Oui, elle passait sa journée à se faire belle, c'était tout ce qui comptait pour elle. J'en ai eu marre de ses caprices de fille légère et on a divorcé en 47. La petite anecdote que je dois te raconter, c'est que mon fils, que j'ai eu avec ma première femme donc, lui aussi a succombé aux sirènes d'Hollywood. Il a été le premier mari d'Elizabeth Taylor. Et pour lui aussi, ça n'a pas marché. Tu sais, je me suis remariée une 3e fois, et devine à quel âge? Eh ben, je me suis remariée quand j'avais 89 ans, mon petit gars, avec ma petite employée. Bien entendu, elle était de 20 ans ma cadette. Mais sois pas étonné, on faisait beaucoup ça à cette époque. Et dans ma grande demeure à Santa Monica, en Californie, je m'éteins et quitte ce monde en 1979. J'avais légué à ma fondation toutes les parts de ma chaîne hôtelière, qui regroupait plus d'une centaine d'hôtels dans le monde. Mais mon fils se sera battu quasiment toute sa vie pour récupérer toutes les priorités des actions. Sacré gamin, enfin. Et puis la chaîne n'a pas cessé de grandir, comme tu le sais, avec mon fils et par la suite. Les hôtels sont devenus de plus en plus luxueux, jusqu'à devenir la symbolique même des voyages de luxe. Le groupe est racheté par Blackstone Group en juillet 2007 pour plus de 26 milliards de dollars. Ouais, énorme. C'est donc devenu le second groupe hôtelier mondial, avec plus de 4278 établissements. Énorme, oui. Voilà donc mon histoire, voilà donc l'histoire de Hilton. J'espère que ça t'aura plu et je te dis à bientôt canaille dans un de mes hôtels. Ciao!